L'objectif de ces points presse migration, c'est de permettre la rencontre et le dialogue entre les médias, la recherche scientifique et les professionnels du terrain sur un sujet d'actualité. Donc pour ce 7e point presse migration, on a choisi d'aborder le regroupement familial, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, notamment en lien avec l'actualité parlementaire. Et il y a 2 motions à ce sujet qui seront à nouveau discutées par le Conseil des États le 18 décembre prochain. Donc alors qu'une partie de la classe politique, elle souhaite supprimer, pour une tranche de la population, ça nous semblait essentiel de comprendre à travers des exemples concrets ce qu'est le regroupement familial, à qui il s'applique, sous quelles conditions et avec quels défis. Donc après les présentations de nos 3 intervenants du jour, vous aurez l'occasion de leur poser toutes vos questions. Et je laisse tout de suite la parole à Marie Vieumier, qui est journaliste parlementaire pour les radios régionales romandes et qui va modérer la discussion d'aujourd'hui. Merci. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette discussion. Donc oui, moi je suis correspondante parlementaire à Berne pour les radios privées de Suisse romande. Le regroupement familial, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et je pense que nous, en tant que journalistes, on comprend pas forcément toujours voilà, tous les cas, comment ça fonctionne. C'est quand même en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Donc je pense que ça va être très intéressant d'avoir différentes explications, notamment sur les personnes qui sont pas admises provisoirement. Donc ça, ce sera pas le débat au Parlement, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des multiples facettes de ces questions de regroupement familial. Et à la fin des présentations, vous pourrez poser des questions, soit en écrivant dans le chat à droite, ou alors vous pouvez aussi lever la main virtuelle en bas de l'écran à côté du smiley, et puis je vous donnerai la parole les uns après les autres. Bon, alors je vais directement passer la parole à notre première oratrice, Melinda Dean. Je vous laisse vous présenter et puis enchaîner avec votre exposé. Il faut activer votre micro. Bonjour, c'est mieux avec le micro. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter en fait la question du regroupement familial pour les partenaires. Je suis Melinda Dean, doctorante à l'Université de Genève et affiliée au NCCR On the Move. Donc voilà, j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques enjeux du regroupement familial pour les partenaires qui ont un permis B ou C. Et moi, plus particulièrement dans mes recherches, je me concentre sur leur intégration Je trouve professionnelle. ça drôle que. Melinda, juste on voit les slides en mode présentateur là. Ouais. D'accord. Alors, c'est partager autre chose. C'est celle-ci. Sincèrement, Voilà. merci. Là, c'est tout bon. Ouais. Super. Voilà. Hop. Donc, oui, très brièvement, qu'est-ce que le regroupement familial? C'est le processus par lequel un membre de la famille rejoint un proche déjà résident légal dans le pays d'accueil. Le droit à la famille, lui, il est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi par les articles 13 et 14 de la Constitution fédérale. Et ces regroupements peuvent se faire avec des partenaires, un partenaire, des enfants ou encore des parents. En Suisse, il y a plusieurs conditions pour ce regroupement qui peut varier selon la nationalité du sponsor. Le sponsor, c'est la personne qui fait la demande de regroupement familial. Alors qu'il ou elle soit suisse ou de l'Union européenne ou de l'AELE ou d'un pays tiers, ça va changer en fait les conditions au niveau du délai de la demande. Donc une demande de regroupement doit se faire dans au moins 5 ans ou peut-être qu'il n'y a aucun délai, ce qui est le cas pour les personnes suisses et de l'Union européenne et de l'AELE. Il y a aussi une limite d'âge des enfants. Les enfants qui peuvent venir doivent avoir moins de 18 ans ou moins de 21 ans. Et puis, on peut retrouver d'autres conditions, mais là, c'est peu importe la nationalité du sponsor, qui font référence aux revenus et aux conditions de logement du sponsor. Donc, par exemple, le logement doit avoir, si on veut faire venir 3 membres de la famille, le logement va faire 2 pièces au moins, par exemple. Donc, en quelques chiffres, en Suisse, le regroupement familial, il représente près d'un tiers des motifs d'immigration. Après, donc, les raisons économiques, qui représentent près de la moitié des motifs d'immigration en 2020. Donc, parmi les personnes issues du regroupement familial, 70% sont des femmes. Et puis, parmi les personnes qui viennent par regroupement familial, 35% des femmes disent que c'est pour rejoindre un partenaire. Des autres raisons, ça pourrait être pour des raisons économiques ou pour des raisons éducationnelles, mais ces personnes viendraient par
le chemin du regroupement familial. Et ça, c'est seulement le cas de 15% des hommes. Donc, dans le cadre de mes recherches, je me concentre sur leur intégration professionnelle et puis pour mesurer cette intégration professionnelle, on peut s'attarder sur divers indicateurs. Donc, le taux d'emploi des personnes actives du groupe étudié. On peut aussi s'attarder sur la question de la qualité de l'emploi. Est-ce que l'emploi est en adéquation avec les compétences et les qualifications de la personne? On peut regarder si cet emploi est stable, notamment par le type de contrat. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée, indéterminée? Comme indicateur, il y a aussi la durée de recherche d'emploi. Combien de temps est-ce qu'une personne met du moment où elle arrive jusqu'au moment où elle trouve un emploi? Et puis, il y a aussi, on peut aussi regarder les possibilités d'évolution. Est-ce que l'emploi permet une évolution professionnelle? Donc, en quelques faits, les personnes qui migrent généralement pour les raisons familiales, elles s'intègrent moins bien que celles qui migrent pour des raisons économiques. On sait que 19% aussi ne perçoivent pas de revenus les 8 premières années, avec un déséquilibre important entre les hommes et les femmes. Donc, parmi toutes les femmes venues par regroupement familial, 25% d'entre elles n'ont pas de revenus durant les 8 premières années, et ce n'est le cas que pour 5% des hommes. Et donc, en fait, il y a un risque tout plus élevé d'être au chômage ou au foyer quand on fait partie, quand on arrive en fait en Suisse à travers le regroupement familial. La littérature identifie plusieurs déterminants qui vont influencer en fait cette intégration. Donc, il y a des déterminants individuels, évidemment le niveau d'éducation, de compétences, l'âge ou encore l'état de santé, mais également la maîtrise de la langue dans le pays d'accueil. Il y a aussi des facteurs politiques. Quelles sont les politiques d'accès au marché du travail? Est-ce que les diplômes étrangers sont facilement reconnaissables? Est-ce qu'on peut faire une équivalence? Voilà. Est-ce qu'il y a des programmes d'intégration financés par l'État, etc., etc. Au niveau des facteurs économiques, on peut mentionner la situation du marché de l'emploi, les possibilités de formation professionnelle, et puis on peut aussi mentionner des facteurs socioculturels comme les réseaux sociaux et communautaires à disposition de la personne quand elle arrive en Suisse, ou encore il y a des questions de stéréotypes et de perceptions qui peuvent influencer les questions de discrimination, etc., etc. Alors, en termes légal, la question de l'intégration a été pour la première fois définie légalement par la loi sur les étrangers et l'intégration en 2005, qui l'a défini en fait comme un processus donc bidirectionnel, où autant la personne migrante que la société d'accueil doivent entamer un processus pour intégrer les personnes étrangères. Il y a aussi une question de responsabilité de tous les niveaux institutionnels. Donc, tous les niveaux institutionnels devraient collaborer avec des partenaires sociaux, comme les syndicats ou les patronats. Ces niveaux institutionnels pourraient aussi collaborer avec des ONG ou encore des organisations d'étrangers et d'étrangères. Cette loi mentionne aussi la question des contrats d'intégration qui, en fait, peuvent être imposés par l'organe responsable de gérer les demandes, les arrivées, qui peuvent être imposés donc, par le canton avec des attentes et des objectifs spécifiques à atteindre dans une durée déterminée. Et en fait, faute de quoi, la personne pourrait voir son permis non renouvelé. Il faut savoir que ces contrats d'intégration, ils sont très peu finalement mis en œuvre par les cantons, mais des cas existent quand même. Cette loi mentionne aussi qu'une dépendance à l'aide sociale en fait est un motif valable de non-renouvellement du permis de séjour, et ça c'est un critère assez important pour les personnes issues du regroupement familial non issues de l'asile ou réfugiés. Parce qu'en fait, quand on arrive en Suisse et qu'on essaye de s'intégrer économiquement, peut-être qu'il y a un moment de battement entre le moment où on trouve du travail, comme on l'a vu par les chiffres, et donc la dépendance à l'aide sociale peut être une ressource. Bon, alors, comment est-ce que cette loi elle s'applique pour le public sur lequel je me concentre? L'intégration des personnes issues du regroupement familial s'intègre dans ce qu'on appelle les programmes d'intégration cantonaux. Donc, la Confédération demande à chaque canton d'élaborer son propre programme
destiné à toutes les personnes étrangères. Et ça fait 10 ans maintenant. Ces programmes propres à chaque canton doivent élaborer des mesures qui seraient complémentaires aux structures ordinaires. Ce qu'on appelle les structures ordinaires, ce sont les services publics, écoles, institutions de formation professionnelle, établissements de santé, etc., ou encore des acteurs de la société civile. Et puis, le financement de ces programmes se fait, il y a une base de financement par la Confédération, et puis ensuite, elle se fait à parité entre la Confédération et les cantons, c'est-à-dire ce que les cantons désirent mettre dans ce programme, la Confédération met le même montant ensuite. Donc, il y a un autre, en 2019, en fait, la Confédération décide de distinguer le public étranger et distinguer donc le public réfugié et des personnes admises à titre provisoire parce qu'ils considèrent qu'elles auraient besoin d'un accompagnement et d'un soutien plus ciblé et ils octroieraient un budget par tête de 18 000 francs par personne pour leur intégration de cours de langue, etc. Donc moi, je me concentre pas vraiment sur cet agenda intégration suisse qui arrive en 2019 et qui va diviser ce public-là, mais plutôt sur celui-ci. Et donc, à travers le programme d'intégration cantonale, dans le fil de ma recherche, j'ai regardé comment est-ce qu'ils définissaient l'intégration économique, quels sont en fait les objectifs de ce programme. Et donc, dans mon cas de figure, je m'attarde surtout sur la question de l'employabilité. Et par manque de temps, et vous aurez accès ensuite à la présentation, je vais tout de suite passer en fait aux résultats. Donc, le document cadre des PIC, comme je l'ai dit, il demande une collaboration avec les communes, les partenaires sociaux, etc. Et une offre d'encouragement qui passe par les structures ordinaires. Et puis, le budget du PIC permet aussi de financer des projets pilotes pour l'employabilité qui permettraient en fait une meilleure intégration des personnes. Donc, en pratique, ce qu'on observe, ce que font les cantons généralement, ils se concentrent beaucoup sur une dissémination d'informations, en créant aussi des lieux d'orientation, en donnant des conseils généraux, en réinsertion professionnelle. En collaboration avec des associations, il y a aussi des formations qu'on peut appeler primaires pour les personnes qui ont peut-être peu d'expérience sur le marché du travail ou autre, où en fait, on va former les personnes au domaine du care. Ce qu'on appelle le domaine du care, c'est des soins à la personne, soit aux personnes âgées ou garde d'enfants, etc. Ces formations se concentrent aussi sur le domaine de la restauration ou encore du commerce en détail, mais les suivis individuels ou les coachings et mentorats sont très rares et on sait en fait que ces formes de mesures d'intégration sont généralement plus bénéfiques pour les personnes, par exemple, hautement diplômées. Et donc, en fait, ce qu'on observe dans tous ces programmes d'intégration cantonaux, c'est que le public du regroupement familial, finalement, ne représente pas un public prioritaire et les difficultés, en fait, qui expliqueraient cela, c'est que ce public-là, il est difficile à identifier. Il ne rentre pas tout de suite dans un parcours d'intégration cadré. Leurs diplômes sont difficilement reconnus. Et puis, comme on l'a dit, bénéficier de l'aide sociale pourrait en fait remettre en question le renouvellement de leur permis. Donc, ils ont très peu accès aux prestations sociales qui, elles, parfois, ont des mesures d'intégration professionnelle. Et puis, en fait, ce public aurait besoin de mesures parfois plus flexibles aussi en termes de temps et adaptées plus adaptées à leurs besoins. Ce qu'on sait, c'est que si ce public n'est pas visé par ces mesures-là, il y a un risque de déqualification, c'est-à-dire que les personnes perdent leur qualification ou compétences du fait qu'elles ne les pratiquent pas dans un emploi. Et donc, déqualification en cas de surqualification. Surqualification, c'est si ils ont un emploi, mais pour lequel ils seraient surqualifiés. Voilà. Un autre risque identifié, c'est la dépendance au sponsor, donc la dépendance à la personne qui détient qui est résidente légale et qui a fait venir les personnes. En effet, si une personne vient rejoindre un sponsor, son permis est dépendant du lien familial avec ce sponsor-là. Donc, si par exemple une femme vient rejoindre un homme, s'ils ont un divorce, le permis de la femme est remis en question et elle peut faire face à un renvoi. D'autres risques, c'est également l'isolement social de ces personnes-là.
Et, et en fait, j'ai identifié aussi dans ma recherche plusieurs obstacles à la mise en œuvre de ces politiques-là. Mais je ne suis pas sûre du temps qu'il me reste. Est-ce que j'ai encore le temps? Non, il n'y a plus trop de temps. On peut y revenir peut-être dans les D'accord. questions. On peut revenir dans les questions dans ce cas-là. Ouais. Donc voilà, j'étais de toute façon à la conclusion qui reprend un peu les éléments que je viens de présenter. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On reviendra si tu as des questions après sur les détails. Bah, je passe directement la parole à Marc Baumgartner. Je vous laisse vous présenter et puis commencer votre exposé. Alors, merci beaucoup Marie et merci aussi pour cette démarche que je vous félicite vraiment. Je suis très content de pouvoir intervenir. C'est vraiment pertinent le sujet en vue des discussions politiques actuelles et aussi, il faut le dire, dans les médias, ce qu'on lit en ce moment, il y a quand même des fois des choses qui sont pas tout à fait justes, mais c'est aussi parce que c'est un sujet vraiment très très complexe. Le droit de migration en Suisse est complexe et je félicite aussi les journalistes qui sont là aujourd'hui, qui ont cette volonté de peut-être un peu mieux comprendre, parce que cette complexité, je pense, c'est aussi, on peut le dire, une volonté politique peut-être. Alors Elisa Asile, l'association de conseil juridique aux réfugiés pardon, que je dirige, accompagne toute personne relevant de l'asile dans leur regroupement familial. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans mon intervention, je souhaite vraiment me limiter à des personnes admises à titre provisoire, car c'est ce groupe-là, on parle beaucoup en ce moment, et puis qui est concerné par les différents objets parlementaires. Alors, permettez-moi juste 2 minutes ou 1 minute pour revenir sur ce terme admission provisoire. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une expression vraiment opaque, à l'origine vraiment des malentendus. Le législateur aussi, hein, de nouveau pour des raisons politiques, a qualifié ce statut de provisoire, alors que le séjour en Suisse, en réalité, il est durable et souvent aussi durable comme pour des réfugiés. C'est un statut pour des personnes où effectivement le SEM, il va rejeter la demande d'asile et c'est peut-être là l'origine du malentendu. Mais en même temps, le SEM va constater que le retour dans le pays d'origine, il serait illicite, impossible ou il ne pourrait pas être raisonnablement exigé, en raison par exemple d'une guerre qui empêche tout renvoi. Alors c'est à ce moment-là, le SEM ordonne une admission provisoire. Alors c'est assez bizarre parce que, alors, décision d'asile négative, mais admission provisoire, et ça a un impact, je pense, sur le discours public, où on entend souvent, c'est pas des vrais réfugiés. Alors, c'est simplement une différenciation juridique en droit interne pour un groupe de personnes qui ont des besoins de protection internationale très similaires aux réfugiés avec l'asile. Petit exemple, par exemple, que j'ai discuté sur ces exemples récemment et c'est vraiment très parlant. Par exemple, là, le Conseil fédéral, il a décidé pour des raisons d'économie de procédure d'activer le statut S pour les personnes ressortissants ukrainiens. Mais s'il n'aurait pas fait ça, toutes ces personnes ukrainiennes qui sont aujourd'hui en Suisse auront un permis F. Car en Suisse, les réfugiés de guerre, selon le droit suisse, ne reçoivent pas l'asile. Je pense que c'est un très bon exemple. Alors, si on reçoit un permis F en Suisse et pas l'asile, ça a des conséquences, je pense que vous le savez, à différents niveaux et aussi sur le regroupement familial. Ça va devenir une procédure loin d'être simple, on va l'entendre après, je pense, très très compliquée et très très restrictive aussi. Raison pourquoi aujourd'hui, et le Conseil fédéral l'a communiqué, je pense que c'est à peu près une centaine de personnes par année qui réussissent à faire venir leur famille avec un permis F, alors qu'il y a environ 45 000 personnes en Suisse avec un permis F. Alors, juste pour un peu revenir sur les chiffres, Mélina l'a dit tout à l'heure, c'est 27% de la migration, mais ça, c'est la migration. En général, il inclut les personnes européennes, mais pour les personnes permis F, on parle de 100 personnes à l'année. Et pourquoi il y a si peu de personnes? Parce qu'il y a tout plein de critères et plus de critères qu'on pense. Par exemple, déjà, il y a le délai d'attente. C'est actuellement 2 ans et ça, c'est dû à une jurisprudence du TAF qui reprend une jurisprudence de la CEDH. On peut en revenir si vous souhaitez plus de détails à ce sujet. Après, il y a la question de la notion de la famille qui est très restrictive en droit suisse, en tout cas pour les étrangers. Ça veut dire on peut faire venir son épouse-époux ou des enfants mineurs. Mais par exemple, des enfants mineurs ici, ils ne peuvent pas faire venir leurs parents.
Après, il y a d'autres conditions à remplir, comme cette fameuse indépendance financière, la maîtrise de la langue, un appartement approprié, mais Linda a déjà en parlé. Et si on parle d'indépendance financière, c'est important de aussi rappeler que ça ne va pas dire indépendance financière pour soi-même, mais pour toute la famille qu'on souhaite faire venir. Alors concret à Genève, si vous gagnez 4 300 salaire minimal et vous voulez faire venir votre épouse et 2 enfants, ça ne va pas être assez parce que vous ne pouvez pas être indépendant à Genève avec ces montants. Après, il y a le délai de prescription, c'est un délai maximal, ça veut dire on a un temps limité pour faire venir sa famille. À partir du moment où on peut faire venir la famille, c'est 5 ans normalement, mais exception 1 année pour les enfants plus que 12 ans. Et ça aussi va empêcher plein de gens de pouvoir faire venir leur famille. Pourquoi? Euh, Comme vous le savez sûrement, l'intégration professionnelle des personnes avec permis F, elle est assez compliquée. Le permis F, les employeurs, ils n'aiment pas trop. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut renouveler ça chaque année. Le terme provisoire, c'est bizarre. On n'aime pas avoir quelqu'un dans l'entreprise qui reste d'une manière provisoire. Il y a des questions de langue, après non-reconnaissance des diplômes, etc. Des fois, il y a aussi d'enjeux d'ordre psychologique avec des traumatismes. Enfin, vous pouvez comprendre, l'intégration des fois pour certaines personnes, c'est assez compliqué. Et après, ça peut prendre du temps pour avoir cette indépendance financière. Bah, il faut le faire dans un délai maximum, sinon on perd ce droit aussi. Et puis, si une fois vous avez rempli toutes ces conditions, il faut aussi que vos membres, et je pense peut-être, on va entendre après de ça, vos membres de famille doivent se présenter à une ambassade suisse. Et ce n'est pas l'ambassade suisse que vous souhaitez, c'est vraiment la Suisse qui va dire quelle ambassade est responsable. Il y a des exemples assez bizarres. Par exemple, pour des personnes, pour les femmes afghanes, ça sera le Pakistan. Il faut se rendre à Pakistan. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacés vers l'Iran et ont trouvé le refuge là-bas. Alors, comment les personnes se déplacent en Pakistan sans un passeport ou sans un visa? Il y a l'exemple assez absurde des personnes ressortissants érythréens ou soudanais, où l'ambassade responsable est Nairobi, en Kenya. Géographiquement, on ne comprend pas tout à fait. Et en plus, beaucoup des personnes se sont réfugiées en Éthiopie, où il y a aussi une ambassade suisse. Et voilà, vous comprenez que ça, c'est des raisons pourquoi seulement une centaine des personnes à l'année réussissent à remplir ces critères. Et ça va être vraiment, ça va être des personnes très bien intégrées, qui travaillent, qui ont réussi à naviguer ce cauchemar administratif et qui ont su persister aussi pour leur famille. Et puis c'est ça que ces deux motions que moi je qualifie un peu extrêmes souhaitent abolir complètement. Parce que c'est aussi, il faut pas oublier, c'est une incitation à l'intégration et c'est un droit fondamental, le droit à la vie familiale. Vous suivez certainement, il y a le Conseil national qui a déjà qui s'est prononcé en faveur de l'interdiction du regroupement familial pour les personnes avec permis F. Et puis la commission, c'est passé en commission Conseil des États qui propose de rejeter cette motion et celle de teneur identique. Et puis le plénum va décider en décembre. Nous, en tant qu'association qui se spécialise dans cette procédure, on ne se pas évidemment à côté des personnes avec permis F, car ces motions, s'ils sont contraires au principe de l'état de droit, ils violent la Constitution fédérale, le droit international, par exemple la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, euh, en particulier le droit de l'enfant à vivre auprès de sa famille. Et puis, et ça, il ne faut pas oublier, on voit aussi la souffrance de la séparation. Et on voit l'énorme effort aussi qui est fait des personnes pour pouvoir se réunir avec ses proches. Et ce qui se passe en ce moment aussi, c'est vraiment des fois aussi difficile à vivre. Et c'est des fois aussi très difficile à accompagner ces personnes dans ces procédures qui sont lourdes, qui prennent des années, beaucoup d'années. Peut-être aussi, on entend la durée de la procédure, elle peut être très longue. Voilà, un peu pour contextualiser qu'est-ce qui se passe avec les personnes admises à titre provisoire. Et puis, je me réjouis un peu de vos questions. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Zaid Apté, qui est d'accord de témoigner en fait de son expérience du regroupement familial.
Alors, je lui donne directement la parole pour qu'il nous raconte un peu comment il a vécu sa demande de regroupement familial. Je, je crois qu'il vient de sortir de la discussion. Du coup, on peut peut-être attendre un moment, voir s'il arrive à revenir. D'accord, ouais, il a été éjecté de la discussion. Très bien. Bon, bah écoutez, en attendant qu'il revienne, Nora, tu nous fais signe quand il est dans la discussion? Ouais. Ouais. Bon, bah, on va prendre alors des questions. Est-ce que vous avez déjà des questions en direct, les personnes qui Il sont est là. présentes? Pardon, Marie. Ah, il est là. Zaïd est là. Voilà. Voilà, donc je disais qu'on pourrait donner la parole à Zaïd Apté pour qu'il nous raconte son expérience du regroupement familial. Zaïd, vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous expliquer un peu comment vous avez vécu ce regroupement familial? D'accord, ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Abdelzaïd, presque 10 ans, j'habite à Genève. J'ai vécu 5 ans sur regroupement familial. Surtout ce que j'ai vécu comme il y avait guerre en Soudan. Ma femme, il était habité là-bas. J'ai vu sur médias qu'il commence guerre. Je suis allé à chaque fois pendant mon avocat, tout ça, j'ai déjà parlé parce que j'ai vu que guerre, il commence par médias, par Internet. Ce temps-là, ma femme, il était enceinte. Il y avait personne qui aide elle, du coup, j'avais pas aussi assez d'économie. J'avais, mais pas parce que comme je voulais. Du coup, à chaque fois, je parlais à Pandol, à mon avocat, j'ai pas trouvé réponse suffisamment pour elle. Du coup, moi, je suis là, je suis en train, je suis en train de, elle entrer en guerre, j'ai rien faire à chaque fois. En plus, ce temps-là, j'étais en train j'étais employé, j'étais travailleur. Du coup, c'était difficile et mentalement, moral, j'arrive pas, voilà, j'arrive pas même à aller au travail 6 heures, même, j'ai vécu sur mon travail. Le personne, à chaque fois, j'appelle ma femme, à chaque fois, j'appelle le bureau Pandol. C'est difficile pour rejoindre par téléphone, par email. Et j'ai pas eu de réponse. Du coup, c'est pour ça que je suis là. Peut-être, si j'arrive bien à expliquer, je suis en train d'essayer de transporter ce que j'ai vécu sur un regroupement familial. Et ça vous a pris combien de temps pour réussir à faire venir votre femme en Suisse? 5 ans. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose qu'on passe aux questions. Pas hésiter à poser des questions à tous les intervenants. Est-ce que vous avez déjà des questions dans le chat ou comme ça? Je vois pas de main qui se lève. Sinon, on en a reçu à l'avance. On va peut-être commencer à celle qu'on a reçue par courrier. Une question de la part de Marie Bonnard. Qui prend en charge le voyage des personnes depuis le pays d'origine pour les familles bénéficiant d'un regroupement familial vers la Suisse? Donc ça, c'est sa première question. Peut-être qu'on va déjà répondre à celle-ci. Qui peut répondre? Mélanie Dean, peut-être? Je pense que Marc était mieux disposé. Alors, je peux peut-être quelques éléments. Alors, en principe, non. Mais ça se dépend hein, vraiment. Il y a plein de sortes de permis. Effectivement, les personnes avec lesquelles Melinda travaille, sûrement pas. Les personnes admises à titre provisoire non plus, parce qu'il y a cette indépendance financière. Il y a une petite exception uniquement pour des réfugiés reconnus avec l'asile qui n'ont pas de revenus. Qui peuvent pas faire venir leur famille autrement. Mais là, c'est vraiment extrêmement strict. Ça veut dire que ça suffit pas à Genève, par exemple, d'être à l'hospice, être à l'aide sociale. En plus, vraiment, vous n'avez pas d'autres moyens pour payer le trajet jusqu'en Suisse. Euh, on a récemment eu un cas où le SEM a demandé à une personne qui a aussi sa sœur en Suisse de demander la sœur de l'argent. Alors, la pratique, elle est assez stricte. Et puis peut-être Zaïd veut aussi toucher 2, 3 mots sur ça parce que c'est pas seulement de acheter un billet d'avion, hein, les frais, ça, après il y a des visas parce qu'il faut se déplacer. Alors comment pour aller au Soudan, en Éthiopie, après peut-être Ouganda, Nairobi ensuite,
Après, peut-être si des enfants mineurs qui sont accompagnés par une tante mais peuvent pas voyager dans l'autre pays, il y a des frais pour prendre en charge les enfants. Après, les frais de subsistance dans un autre pays. On sous-estime un peu les coûts. Ça coûte des fois les personnes de faire ce déplacement, en fait. Zaïd, vous voulez nous raconter un peu comment finalement votre femme a réussi à voyager jusqu'en Suisse? C'était compliqué? C'est vraiment compliqué. Il faut avoir, si j'avais pas économisé l'argent, c'était mort parce que comme il y avait guerre en Soudan, je trouvais quelqu'un par connaissance, je payais très cher pour transporter. Comme il était enceinte, il faut avoir une voiture tout seul pour qu'il protège un petit peu d'un d'un voyage. Du coup, j'ai payé très très cher à mon côté. Pour moi, c'est très cher, 4 000 et demi. Du coup, en plus, il avait tout document avec elle. Si quelqu'un qui, je trouve, qui m'écoute, il va venir par son passeport ou par son document. Mais par là, j'ai rien trouvé. Quelqu'un m'écoute mon situation. Du coup, j'ai payé très cher. Il est parti en Addis Ababa, Éthiopie. Et se coucher, j'ai payé tout seul. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je voulais dire. Oui, 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 très bien, ouais, ouais, ouais. Et ensuite, votre femme a pu venir depuis l'Éthiopie ou elle a dû encore aller dans des autres pays? Depuis Éthiopie. Ça, grâce à Marc et Madame Chien qui j'ai reçu, sinon elle va déplacer en Kenya. D'accord, donc ça, c'est un fameux cas justement, Marc, où l'idée Ouais, c'était que voilà, l'ambassade soit... Ouais. voilà. Ouais, c'était effectivement, mais en fait, c'est un cas assez spécifique parce que les personnes d'origine érythréenne, par exemple, et c'est effectivement Nairobi qui est responsable, mais c'est un cas spécifique parce qu'elle avait réussi, c'est assez rare aujourd'hui, d'avoir un statut de réfugié en Éthiopie, du coup, séjour légal en Éthiopie, du coup, elle était traitée comme une Éthiopienne, en fait. Mais c'est assez exceptionnel parce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie refuse de donner le statut de réfugié aux ressortissants érythréens. Du coup, normalement, ils se déplacent effectivement jusqu'au Kenya. D'accord. J'ai une autre question de Cathy Romy pour vous, Zaïd. Ouais. Euh, Quel a été elle dit, le critère, la condition la plus difficile pour vous pour réussir à avoir ce regroupement familial avec votre femme? Moi, pour moi, comme j'ai la question si j'ai au Pandol, voilà, il y a un réception, il me répond, il me donne un petite feuille avec un numéro de téléphone, avec email. Du coup, moi, je viens par travail. J'ai arrêté de travail par mois, presque 5 6 jours. Imaginez mon salaire, ça va être bas. En plus, je trouve pas assez de réponses. Voilà, mon message, il est toujours bloqué. Voilà. Après, ça prend le temps. C'est pour ça que j'ai mis 5 ans dans ce regroupement familial, je pense, pour moi. Donc, si je comprends bien, il y a la question de l'argent, hein, ça coûte, mais aussi les démarches administratives. C'était Voilà, je compliqué pense que c'est d'avoir. ça, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Merci. pour cette Ça va, réponse. ça va. Je reviens à une question de Marie Bonnard. Elle demandait si des tests ADN étaient systématiquement exigés pour les regroupements familiales. Je donne la parole à qui la prend. Oui, Mélanie Je, Dean. je veux bien l'apprendre. Donc, selon une directive, en fait, sur la demande d'entrée en vue du regroupement familial, il y a, il est question des profils d'ADN et des examens, etc. Et ce que dit cette directive, c'est que les tests ADN peuvent être proposés uniquement dans les cas douteux, où on doute en fait du lien de parenté ou du lien, voilà, du mariage, enfin du lien de parenté, pardon, et qu'il n'est pas possible de le faire de la façon systématique selon si on est ressortissant d'un État tiers ou d'un État de l'Union européenne. C'est pas systématique, c'est vraiment du cas par cas et uniquement s'il n'y a pas d'autre moyen de vérifier ce lien-là. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je pense, oui, merci bien.
On avait aussi une question du COSME, le guichet de la cohésion culturelle à Neuchâtel. C'est une question assez générale. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour peut-être développer un peu, si vous êtes connecté ou pas forcément. Oui, je travaille au Cosme, au guichet, et puis on a souvent les personnes qui viennent avec les courriers. Des fois, ils viennent un peu presque tard. Une fois, ils ont entamé comment on dit, la procédure, et puis avec tout le courrier, s'ils viennent au début, on les aide pour faire tout le courrier administratif, que c'est eux qui signent, et ça, c'est un service d'État du COSME, c'est un service étatique du canton, et on aide aussi des personnes, parce que j'ai vu pas mal de personnes avec des permis F ou même permis N qui demandent de regroupement, et puis c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Souvent, ils sont démunis. Certains y travaillent, d'autres pas. C'est vraiment un peu, pour eux, c'est un jungle, tout ça. Et puis, c'est vrai, moi, j'aurais bien aimé des fois avoir, comme je prépare beaucoup de documents pour toutes d'autres questions administratives pour les personnes qui viennent au guichet, mais aussi c'est important d'avoir plus de la documentation, comment on peut mieux les aider. Et puis, c'est vrai aussi, chaque cas est vraiment différent. On peut pas dire que c'est les règles pour tout le monde la même chose, parce qu'ils ils sont pas tous dans la même situation, ni la famille, des pays, vraiment un large spectre de tous ces demandes. Et puis, des fois, c'est vraiment bien si on peut avoir plus encore de documents, je dirais même en papier ou sur un site où on peut trouver toutes ces informations pour nos personnes qui viennent au guichet régulièrement. Ouais. Ça, c'est une bonne question. En fait, vous l'avez dit, Marc, c'est complexe, hein, ces questions de regroupement familial. Est-ce qu'on arrive à trouver facilement les informations ou pas? Alors, je peux me permettre quand même de dire que Asile.ch qui nous invite aujourd'hui, ils ont fait un peu ce travail. Vous pouvez aller sur leur site. Et puis aussi, sinon, il y a OSAR, l'Organisation suisse d'entraide aux réfugiés, qui a fait un PDF qui résume assez bien. Mais nonobstant, c'est vrai que c'est très très complexe, différents cadres juridiques, différentes lois pour différentes personnes. Et effectivement, il faut à minima un master en droit pour un peu comprendre comment ça se passe vraiment. Alors, des cas un peu plus complexes, il faut conseiller effectivement de voir un conseil juridique parce que c'est pas faisable autrement. C'est trop complexe et surtout pour, par exemple, des questions de délai. Si on rate les délais, c'est mort. C'est extrêmement important d'anticiper, par exemple, cette question d'indépendance financière parce qu'elle n'arrive pas demain comme ça. Alors, consultez les sites de Ozar et asile.ch, mais quand même conseiller de voir un conseil juridique parce que une fois on a raté les délais, par exemple, voilà, on ne peut pas revenir en arrière et ça a des conséquences graves sur la vie familiale des personnes. Mais Merci beaucoup. pardon, le conseil juridique, quel type de conseil? Par exemple, on a des fois, on les envoie chez Caritas, mais c'est pas toujours, comme on dit, c'est pas toujours gratuit. Peut-être le premier conseil est gratuit, mais après c'est payant. Ça va encore engendrer, comme on dit, la facture, ça va s'agrandir. Alors, C'est aussi. Elodie, tu as peut-être une réponse? Alors moi, je voulais pas répondre sur pardon, sur le conseil juridique, mais juste d'abord sur les informations qui sont justement disponibles sur notre site. J'ai mis un lien dans la chatbox et en tout cas, là, il y a un aperçu déjà rien que par type de permis. Est-ce qu'il y a une possibilité ou non de regroupement familial? Parce que là, quand je vous ai entendu, Lilia
Tolferska, pardon. Vous mentionnez que des fois, vous avez des permis F, mais des fois des permis N qui viennent au guichet. Et ça, par exemple, les permis N, les demandeurs d'asile, n'ont pas de droit au regroupement familial. Donc voilà, vous trouvez déjà ce type d'informations basiques, on va dire. Est-ce que la personne, elle peut faire une démarche ou non pour pouvoir après rediriger vers des services de conseil juridique. Et je me permets juste aussi de compléter peut-être pour les personnes parmi nous, parce qu'on ne l'a pas vraiment dit en introduction, mais du coup, le témoignage de Zaïd. Donc, Zaïd, lui, a un permis B, réfugié, mais a fait les mêmes démarches que les permis F. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a son témoignage aujourd'hui. Donc, il a fait les mêmes démarches qu'une personne admise à titre provisoire, car il s'est marié après le départ d'Érythrée. Donc, je permets juste de contextualiser pour les journalistes aussi dans la salle, si jamais il y a des articles qui sortent après, voilà, pas qu'il y ait de confusion. Et je ne sais pas si Marc ou Mélinda, vous voulez répondre à la deuxième question sur auprès de quel bureau de consultation juridique s'adresser. Alors, nous, on travaille sur Genève. Les gens sont bienvenus de nous voir. Nous, on est indépendant et gratuit. Après, avec des ressources très limitées, on a une permanence juridique. Et puis, c'est déjà le premier conseil. Comme ça, les gens savent au moins où ils sont. Après, effectivement, les démarches ensuite, s'ils trouvent personne qui va prendre le mandat, parce que c'est extrêmement difficile de le faire soi-même. Mais au moins, un premier conseil, c'est déjà quelque chose parce qu'on est au clair sur les délais, etc. et les mesures à prendre. Après, effectivement, de être seul dans ces démarches, c'est très compliqué aussi parce qu'il faut, par exemple, interagir avec les ambassades sur place, comment faire, s'ils refusent de recevoir une personne, s'ils exigent des passeports, mais on doit expliquer que on ne peut pas exiger des réfugiés des passeports. Enfin, bref, il y a des démarches assez compliquées. Il faut le dire, des fois, il n'y a pas forcément une volonté des autorités de faciliter ces démarches et malheureusement, aussi complexe que ça nécessite quand même un accompagnement juridique, malheureusement. Euh, mais j'ai pas une réponse dans votre compte forcément, mais c'est malheureusement une réalité. Et les gens dépensent aussi de l'argent pour ça. Merci beaucoup. On a une question de... Ah, Elodie, tu veux encore rajouter quelque chose? Oui, dernier petit complément, après on peut avancer, pardon. Là, j'ai mis un autre lien où il y a une liste de bureaux de consultation juridique par canton. Après, ce n'est pas forcément des bureaux de consultation qui sont spécialisés dans le regroupement familial. Elisa Asile, ils sont vraiment spécialisés dans le regroupement familial. Les autres, ça va juste être les bureaux de consultation juridique qui accompagnent dans les procédures d'asile les personnes issues de l'asile en Suisse. Donc voilà, je vous laisse aussi juste voir ce deuxième lien que j'ai partagé. Voilà. Merci. On a une question encore de Cathy Romy. Je vous donne la parole. Oui, ma question est peut-être pour Marc Baumgartner. Est-ce que les conditions en Suisse pour avoir droit au regroupement familial sont plus strictes que dans d'autres pays? Oui, alors surtout pour des personnes admises à titre provisoire, parce que c'est vraiment un peu une exception en Suisse et en Liechtenstein, on a ces statuts assez particuliers, parce que dans d'autres pays européens, c'est un peu différent. Aussi, par exemple, la notion de la famille, elle est moins stricte. Après, on va en durcissement au niveau européen aussi, hein, dans différents pays, des tentatives de restreindre. Mais la Suisse, elle est quand même un peu champion d'Europe en termes de restrictions. Aussi, cette question d'indépendance financière, elle est assez complexe en Suisse. C'est surtout ça qui est plus complexe qu'ailleurs. Je pense que c'est ça le plus difficile parce que aussi le marché de travail en Suisse pour des personnes souvent non qualifiées parce que les qualifications ne sont pas acceptées en Suisse, c'est souvent des revenus qui ne suffisent pas à être indépendants d'un point de vue du législateur. Et comment font ceux qui y parviennent? Comment ça, comment ils font? Comment ils font enfin, parce que comme vous dites, c'est très difficile d'avoir cette indépendance financière. Comment s'y prennent les personnes qui arrivent en fait, qui arrivent à avoir assez d'argent pour faire venir leur famille? Alors, Ils ont de la chance, ils trouvent un bon travail ou oui, les chiffres le montrent, c'est peu de personnes, hein. Alors, c'est des personnes qui se débrouillent, qui trouvent un bon taf, qui rapidement, qui parlent la langue, qui ont trouvé quelque chose et puis peut-être ont pu un peu grader le temps de la procédure. Voilà.
qui ont un bon accompagnement de notre part. Et parce que nous aussi, alors, ce que je peux dire, par exemple, notre approche, on l'a un peu changé au fur et à mesure parce que normalement, le travail des juristes, c'est on reçoit, on voit est-ce que vous remplissez les conditions, oui, non, et puis on va vous défendre pour obtenir le groupement familial. Ça marche rarement, parce qu'en fait, effectivement, cette indépendance financière, c'est le critère essentiel. Alors aujourd'hui, si une personne vient et il ne remplit pas encore les critères, on va quand même la recevoir et peut-être accompagner ou rediriger vers des associations qui font un travail d'intégration pour anticiper. On va faire le point. Justement, quelqu'un qui a besoin de se réunir rapidement parce qu'il y a le délai, on ne va pas aller dans une direction de études en sciences sociales. On va être pragmatique. Quels sont les emplois quel est le montant qu'on a besoin, combien de membres de famille vous avez, on est à Genève, alors c'est ça un peu les besoins, et on va faire le point et puis on va essayer de rediriger vers des associations qui accompagnent les personnes pour s'intégrer. Euh, et c'est effectivement assez complexe et on essaie de voir les gens rapidement et en amont. Je pense que Ok, merci. Mélinda Dean, vous pouvez peut-être compléter. Est-ce que vous aussi, dans vos recherches, vous avez comparé un peu avec d'autres pays, notamment européens? Oui, alors c'était concernant les conditions, hein. Oui. Ce qu'on voit, c'est que dans le public que j'étudie, moi, qui sont donc les personnes qui sont déjà établies, qui ont un permis B ou C, donc elles sont généralement venues pour des raisons économiques elles-mêmes, euh, elles vont pouvoir plus facilement, généralement, atteindre un peu cette indépendance économique et puis les conditions de logement qu'il faut. Après, les difficultés sont souvent liées plutôt à la langue, parce que la personne qui vient doit quand même avoir un certain niveau de langue et prouver, en fait, ou alors prouver qu'elle est inscrite à un cours de langue euh, à son arrivée. Et il y a une différence clairement entre les pays de l'Union européenne et de l'AELE des personnes qui sont issues de pays tiers. Donc, pour la personne sponsor, hein. Donc, si la personne sponsor vient d'un pays tiers, elle aura un peu plus de difficultés à faire venir un membre de la famille qu'une personne issue de l'Union européenne. Dans le sens où les conditions vont différer en termes de qui est-ce qu'elle va pouvoir faire venir et aussi pour la question de langue. Ouais, Merci. est-ce que est-ce que j'ai répondu à votre question Oui, très bien, à ce oui, niveau-là? merci. Merci. Je voulais peut-être revenir avec vous, Mélinda Dean, encore. Oui. Vous disiez que les personnes qui venaient avec le regroupement familial avaient justement, c'était un peu compliqué de s'intégrer. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de mieux, ou notamment les autorités, qu'est-ce qu'elles pourraient faire davantage pour intégrer mieux ces personnes? Alors, à ce jour, avec les programmes d'intégration cantonaux que je vous ai présentés, euh, l'accent il est surtout mis sur les structures ordinaires, c'est-à-dire les ORP, voilà, les assurances chômage devraient, elles, développer des mesures pour les personnes migrantes. Or, on voit que ce n'est pas le cas parce qu'en fait, le discours auquel les personnes migrantes sont souvent confrontées, c'est qu'elles n'ont pas contribué, en fait, elles n'ont pas travaillé auparavant en Suisse et n'ont pas cotisé, donc elles ne peuvent pas toucher d'indemnité. Donc il y a un peu ce truc où c'est le serpent qui se mord la queue, et donc toutes les mesures aujourd'hui, elles reposent beaucoup sur des associations qui proposent un accompagnement en réinsertion professionnelle, des accompagnements individuels, des coachings. Voilà, certaines de ces mesures, elles sont aussi financées par l'aide sociale. Mais donc, ça veut dire, encore une fois, que la personne doit bénéficier de l'aide sociale pour bénéficier de ces mesures d'intégration. Donc, à nouveau, en fait, les personnes issues du groupement familial qui n'aimeraient pas perdre leur permis et demander l'aide sociale ne vont pas bénéficier de ces mesures d'intégration professionnelle. Donc en fait, aujourd'hui, ça se repose beaucoup sur les activités associatives, sur des mesures aussi municipales quelquefois, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématisé dans le programme d'intégration cantonale et qui est un point de focus pour le moment.
Mais de plus en plus, ce public-là, il est de plus en plus perçu comme un pool de compétences qui est à valoriser, mais par contre, les mesures pour valoriser ces compétences-là, elles ne sont pas encore tout à fait développées, ni même insérées institutionnellement, quoi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions particulières. Moi, j'avais peut-être encore juste une dernière question pour Marc. Ça veut dire que si le Parlement accepte ces motions et dit qu'on ne peut plus faire de regroupement familial pour les personnes admises provisoirement, ça concernerait en fait une centaine de personnes par année seulement? Oui. Non, ça concerne 45 000 personnes en Suisse actuellement qui n'ont plus cette incitation à l'intégration forcément et puis qui n'ont aucun espoir. Mais effectivement, et le Conseil fédéral l'a communiqué aussi dans son message aux chambres que c'est pas précis, une centaine, c'est 108, il a dit. Effectivement, alors c'est vraiment, c'est pas la migration de masse qu'on pense que c'est. C'est effectivement le regroupement familial, ça fait partie de la migration en Suisse, surtout pour les ressortissants européens, comme Melinda l'a dit, qui ont un droit. Euh, avec beaucoup moins de conditions, mais oui, c'est très peu de personnes qui ont déjà assez de difficultés. Et je pense que c'est une votation d'émotions assez symbolique parce que nous, on est très impliqués aussi, on a des discussions à plein de niveaux. Et ce que j'ai cru comprendre, il y a deux niveaux. Il y a des parlementaires qui n'ont pas forcément compris même si c'est eux qui ont légiféré ce que c'est cette admission provisoire. Je pense que la volonté politique, elle a fonctionné parce que ça met des idées dans la tête. Les gens se posent la question pourquoi on devrait donner le regroupement familial à ces personnes-là. S'ils restent là provisoirement, il y a ça. Et après, il y a aussi une volonté symbolique de envoyer un message au Conseil fédéral peut-être aux électeurs pour vraiment une part de la population qui est très politisée en ce moment. Mais l'effet va pas être une diminution de la migration, effectivement. Très bien, bah, je crois qu'on arrive gentiment. J'ai juste une petite question, Oui, pardon. vas-y. Je me demandais, le voyage de la personne, du membre de la famille qui vient rejoindre le sponsor, c'est aussi à la charge du sponsor? Oui, alors je suis désolé si je n'étais pas clair, mais oui, effectivement, c'est à la charge du sponsor. En principe, j'ai dit, il y a une petite exception pour les réfugiés avec l'asile qui n'ont pas des revenus, mais et qui n'ont pas non plus des membres de famille ou un réseau où ils peuvent emprunter l'argent. Le SEM est assez restrictif, ça va plus loin, comme je disais, que juste l'aide sociale. Euh, mais toute autre personne, donc les personnes avec permis F, oui, c'est à leur charge. Tous les frais liés, y inclut les visas, les déplacements, la prise en charge des enfants et le voyage, le billet d'avion, etc. Euh, Moi, j'ai juste une question parce que c'est vrai, on a au guichet même des personnes qui ont des permis B, même laissés pour le regroupement familial. C'est aussi assez compliqué s'ils n'ont pas l'indépendance financière. Mais j'ai aussi, parce qu'on côtoie beaucoup avec les permis, je dirais, pour moi, aujourd'hui, de jour, ben, un peu le terme, l'explicatif, il est un peu obsolète. Est-ce que c'est pas mieux de faire une mention, de changer, ben, c'est-à-dire de faire un autre type de permis pour que le provisoire, parce que le F, c'est provisoire, mais pas vraiment, parce que il y avait des personnes avec 20 ans en Suisse avec le permis F. Et ça, j'appelle plus le provisoire. Est-ce que le Conseil fédéral, peut-être, une mention des conseils d'État ou, je sais pas, des associations pour dire, c'est peut-être le moment aussi profiter maintenant de réviser un petit peu toutes les mentions de permis, ben, le permis C, B, surtout les permis F, et puis Merci.
ça a coupé un peu chez moi. Bon, je pense pas qu'on va rentrer dans le débat sur les permis aujourd'hui, mais il y a eu des tentatives déjà d'essayer de, comment dire, moderniser ces permis. Jusqu'à maintenant, c'est pas passé la rampe du Parlement, mais je pense qu'il y aura de toute façon des nouvelles motions qui vont venir au Parlement, notamment en lien avec le statut S, hein, parce qu'il y a cette question toujours, est-ce que les Ukrainiens vont garder le statut S ou pas? Et puis là, il y a l'idée de essayer d'apporter des nouvelles propositions aussi au Parlement. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment voilà, de direction dans ce sens-là. Donc, je pense qu'on va devoir terminer déjà ce point presse. Je redonne la parole aux organisateurs pour clore tout ça et je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Merci. Merci Marie et merci à nos 3 intervenantes et intervenants, Melinda, Marc et Zaïd, pour cette séance qui était très informative et certainement très importante aussi. Et au nom de asile.ch et NCCA Rendez-vous, je vous remercie beaucoup d'y avoir assisté. Et pour les journalistes qui souhaitent faire un sujet là-dessus, qui ont des questions complémentaires, les intervenants et intervenants d'aujourd'hui sont disponibles par courrier ou téléphone et vous aurez les contacts sur les slides. Et aussi, sinon, vous pouvez nous contacter, nous, asile.ch ou NCCA Rendez-vous, et on vous met en lien avec elle et avec eux, mais aussi avec d'autres chercheurs ou chercheuses et experts de terrain sur les sujets qui vous intéressent. Et l'enregistrement vidéo sera en ligne normalement ce soir et on vous enverra un mail, comme avait déjà dit Elodie, avec ces informations et les slides de présentation. Et avec ça, je vous remercie encore une fois d'avoir passé cette heure avec nous et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci Merci beaucoup. tout le Merci, monde. au revoir. Au revoir. Merci et puis au revoir. À la prochaine. Là,